C'est parti. Bon, alors, bonjour. Je dis bonjour d'habitude ou pas? Je sais plus. Oui. Ouais, je dis bonjour, faut dire bonjour. Bonjour tout le monde. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, si. Non, vendredi dernier, jour pour jour. Ah ouais, d'accord. Tu vois, putain, il se passe tellement de choses que c'est comme si il y avait des vagues successives dans la tête qui effaçaient sur le sable les pas des amants désunis. Bon, alors j'ai reçu... c'est les feuilles mortes. Non, tu vois pas? Bon. Écoute, tu pourras mettre la chanson à la fin, du coup, d'accord? La mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Bon, d'accord. C'est pas grave. Allez, on peut commencer. Bon, j'ai reçu un courrier de monsieur Emmanuel Macron, il y a sa signature là, le président de la République. En fait, c'est pas moi qui l'envoie, c'est à Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, qui transmet au président de groupe Jean-Luc Mélenchon, qui nous transmet à tous. Et donc, il nous invite, le président, à discuter, hein, quoi. Il a fait une lettre, mais alors il a sorti les violons. L'épidémie de coronavirus a précipité notre pays, l'Europe et le monde dans une situation exceptionnelle, ça on va pas lui dire le contraire, mais cet ébranlement intime et collectif qui touche à notre humanité et notre société nous oblige à réinterroger nos choix. Pour servir au mieux nos compatriotes, la nécessité s'impose à nous de tracer de nouvelles perspectives, redéfinir les solidarités, dessiner un nouvel horizon. Répondre à cette nécessité appelle une démarche de concorde nationale, de dépassement des ordres établis, de mobilisation de toutes les bonnes volontés. Bon, bref, il veut qu'on se réunisse et qu'on papote à l'Assemblée avec tous les autres et qu'il ne fasse papoter un peu comme ça partout et qu'on lui écrive son programme pour 2022, quoi. Non, mon premier réflexe quand j'ai reçu ça, j'ai dit qu'il aille se faire voir. Voilà, c'est un réflexe. Pourquoi ? Il faut l'expliquer parce que maintenant on sait comment ça se passe. Les médias ils vont sortir qu'il aille se faire voir. Maintenant il faut quand même qu'on explique derrière pourquoi. Consultation bidon. À chaque fois. Moi la première, j'étais de bonne volonté au début, tu vois. Les états généraux de l'alimentation. Il y a un gros problème sur les prix agricoles. Les paysans ne sont pas payés comme il faut. Résultat, c'est d'autant plus difficile de transformer l'agriculture, de lui faire opérer une transition écologique. Je fais une petite incise dans l'incise là, mais en fait, je crois qu'il faut supprimer le mot transition parce qu'on n'en est plus là, quoi. Si on fait juste une transition douce et que ça va bien se passer, tout ça, il n'y a rien qui se passera. C'est un choc qu'il faut maintenant, un choc écologique. Bon, mais donc, pour offrir à l'agriculture un choc écologique, il faut qu'au moins les paysans soient payés correctement. C'est le socle, c'est la base. S'ils n'ont pas de prix là-dessus, bon. Et donc, on s'est lancé dans des états généraux de l'alimentation et dans tous les sens. À l'Assemblée nationale, il y a eu des heures et des heures de débat en commission, machin, des journées entières. Pourquoi pas? J'ai tout fait. J'étais un bon élève. Il y en a eu en région. On a fait rencontrer les syndicats, les associations, les distributeurs, les industriels. Tout le monde s'est rassemblé. Il y a eu plus de 20 000 heures de débat. Tu vois, quand même, c'est pas rien. Et à la fin, quoi? Rien. Bon, c'est même pas la montagne à coucher de souris, et même pas les crottes de souris. Tu vois, c'est rien du tout à la fin. Alors, il faut dire que c'est pas par hasard. Pour moi, c'est parce qu'ils veulent toujours être guidés par la main invisible du marché et que mettre en cause le marché, c'est impensable. Et donc, aller sur des quotas de production, d'importation, des coefficients multiplicateurs pour la grande distribution, aller vers des prix garantis, des prix planchers, tout ça, c'est impensable. Donc, résultat, il en est sorti rien. Bon, mais il y a eu des assises de la mobilité, je crois des assises de la justice. Surtout, ce qu'on doit se souvenir, c'est comment il fait à la sortie des Gilets jaunes. Le grand débat. Je crois que ça a coûté plus de 12 millions d'euros, hein, dans ces eaux-là. Bon, il claque du pognon, il part dans tous les sens, il va à bourg de péage, tout ça. Il fait son show avec les maires. Il faut se souvenir qu'il a choisi qui il voulait pour diriger cette consultation. Il a éliminé la Commission nationale de la consultation publique, là. Mais malgré ça, qu'est-ce qui ressort ? Et c'est le gars qui l'a nommé qui dit ça. La mesure numéro 1 que souhaitent les Français, c'est le maintien des services publics. C'est ce qui sort du grand débat. Pouf, il s'assied dessus, on n'en entend plus parler, il n'y a plus rien. Et on ne peut pas recommencer avec à chaque fois un grand machin. Déjà, là, il y a la Convention citoyenne pour le climat. Ce serait bien surtout que les conclusions elles soient rendues et puis qu'on nous dise ce qu'on fait sur ça. Plutôt que de lancer à nouveau, je sens le truc venir, moi, un nouveau grand machin. Tu sais, avant on disait... quand on veut enterrer un problème, un dossier,
on crée une commission. Maintenant, quand on veut intégrer un problème, on crée une consultation, tu vois. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand ils décident de faire des saloperies, faut pas dire ça. Ma mère ne va pas aimer. Non. Quand ils décident de faire des cochonneries, tu vois, ils ne nous consultent pas. La suppression de l'impôt sur solidarité sur la fortune, il a consulté l'AFEP, c'est-à-dire les grands patrons des grands patrons. C'est tout. Quand il décide de faire le secret des affaires, le seul qu'il a consulté, c'est le lobby de la chimie. Quand il décide de faire le CETA, le seul qu'il consulte, c'est le lobby du pétrole. Dans tous ces moments-là, sur des grandes décisions, il le fait contre le sentiment national, contre la démocratie, et voilà. Et à ce moment-là, il ne nous consulte absolument pas. Pourquoi on viendrait se lancer dans un grand machin dont on ne perçoit pas les contours du tout? Ça, c'est le deuxième point. Là, les mesures positives, si tu veux en prendre... De toute façon, il faut que je lui envoie mon bouquin. Tiens, je vais aller le chercher. Ah tiens, j'en ai un là. Tu vois, je n'avais pas prévu. Mais, bon, tant qu'à faire, je vais lui envoyer le bouquin. S'il veut faire des grandes transformations sur les salaires, il n'a pas besoin de nous consulter. Les idées, elles sont là. Elles sont dans le programme de l'avenir en commun. Les communistes, ils ont des... elles sont là, les idées. Et puis, s'il veut prendre des idées à droite, elles sont là aussi. Et il aura moins de mal. Bon, mais, par exemple, sur les salaires, tu veux résoudre le problème des salaires des femmes de ménage? Bon, j'ai posé 2 mesures. Ils les ont refusées. Moi, je pose un autre truc. Un coefficient entre le plus bas salaire et le plus haut salaire dans une société. 5, 10, peut-être ça à définir par référendum, mais tu vois, en gros, tu es à l'Assemblée nationale, les députés sont payés plus de 8 000 € bruts, eh ben, tu as un coefficient de 5, ça veut dire qu'une femme de ménage, elle ne pourra pas être payée moins de 1 600 €, tu vois. Et du coup, s'ils veulent relever le plafond, et pareil dans les grandes entreprises, s'ils veulent relever le plafond, que les PDG soient plus payés, tout ça, ça les contraindra à relever le salaire des ouvriers à la base, des employés, tout ça. Donc, tu vois, un espèce de coefficient multiplicateur qui vaudrait pour les sociétés, à l'intérieur de chaque société, mais pourquoi pas dans la société, qu'on définisse que dans la société française, eh ben, il ne peut pas y avoir plus d'un écart de 1 à 5 ou 1 à 10, tu vois, c'est à définir ensemble. Donc, les idées, elles sont là, et elles sont définies avec clarté. Sur le fait qu'il ne faut pas laisser le marché diriger tout. Bon, voilà, on ne va pas y revenir. Et ensuite, surtout, donc, je rappelle pourquoi je refuse cette consultation. Consultation bidon, on en a déjà eu un paquet. 2, quand il fait des cochonneries, il ne nous consulte pas. 3, c'est fini le temps du en même temps. Au contraire, aujourd'hui, on doit sortir de cette crise par une clarification. Quel est le chemin qu'on veut emprunter? Il y a un chemin qui nous dit ça sera de l'avant comme avant, pire qu'avant. Il faut relancer, il faut repartir, il faut rebondir. Et quand on ne te dit pas dans quelle direction il faut repartir, ça veut dire que c'est comme avant, c'est tout. C'est le hamster qui doit retourner dans sa roue pour produire plus, travailler plus, consommer plus, tu vois. Croissance, concurrence, mondialisation, on reprend comme avant. Bon. Et il y a un autre chemin, c'est le hamster qui sort de la roue. C'est tu relances sur l'aéronautique et l'automobile, ou tu décides que si tu dois, plutôt qu'un plan de relance, tu dois faire un plan de conversion et investir sur des secteurs stratégiques qu'on considère comme stratégiques pour demain, l'agriculture, le bâtiment, les métiers du lien. Tu décides qu'il y aura 0 licenciement, y compris pour les entreprises que je viens de citer, en aéronautique, en automobile. Pourquoi? Parce qu'il faut envoyer un signal fort aux classes populaires que le choc écologique ou la transition, elle se fera sans casse sociale. Ils ont déjà payé 30 ans de mondialisation, on ne va pas leur faire payer en plus ça. Donc pour assurer ça, eh ben, il faut que l'État dise voilà, dans tous les secteurs où on a mis 1 €, il y aura 0 licenciement. Voilà, il faut, on n'est pas... C'est fini le en même temps. Il y a un choix de société qui est à faire. Il y a une bifurcation. On choisit. Soit on continue à foncer dans le mur, soit on freine et on change de direction. Tu vois, même hier soir, on faisait sur le commerce. Sur le commerce, tu as 2 choix. Soit tu dis, OK, on laisse faire. Et à ce moment-là, tu te retrouves avec des drives, des caisses automatiques, des commandes sur Internet. Et
c'est sans doute ce qui sera le moins coûteux, le plus, tu vois, productif, avec des salariés qui seront, eux, sous-payés, ainsi de suite. Bon, soit tu dis non, il faut préserver une diversité, il faut que le commerce de centre-ville, il existe, et à ce moment-là, ça veut dire que tu fais des choix politiques pour éviter la pente du pire. Mais donc, on n'est pas au moment du « en même temps », on est au contraire au moment du choix de la bifurcation. Voilà pour les 3 raisons pour lesquelles, moi, je ne participerai pas à ce nouveau machin-là, macroniste, on ne sait même pas, c'est peut-être ça qui va nous annoncer dimanche soir, là. Bon, alors, puisque c'est la semaine des courriers, là, j'ai le courrier, c'est pas moi qui l'ai adressé, du directeur général de la police nationale, qui s'adresse là à mesdames et messieurs les commissaires, officiers, gradés, gardiens, adjoints de sécurité, personnel administratif, technique et scientifique. Donc c'est un policier qui m'a passé ça et un peu navré. Tu vois, ça commence sur « Face aux confusions et amalgames entretenus par une minorité, je partage avec vous le sentiment d'une profonde injustice. Dans l'adversité, le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État nous ont réaffirmé leur confiance, sentiment partagé par l'immense majorité de nos concitoyens. » Bon, Frédéric Vaux, donc bon. Ça dit quoi? Ça dit la marche arrière de Castaner ce matin dit la même chose. Je veux dire, il propose une mesure technique et cosmétique pour dire on interdit la clé d'étranglement, l'enseignement dans les écoles de police, sachant que la gendarmerie n'enseigne pas. Donc, tu vois, on pouvait quand même dire bon, on homogénéise les pratiques, quoi. Mais même là-dessus, même sur ce point de détail, il fait marche arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les policiers qui commandent la police. Et je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Je veux dire que Clémenceau disait que la guerre est une affaire trop sérieuse pour être confiée aux militaires. Moi, je dis que, par exemple, l'agriculture est une chose très sérieuse pour être confiée aux seuls agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils font partie. Je pense que la police est une chose trop sérieuse pour être laissée aux seuls policiers. Et qu'il faut du pouvoir politique qui dise quelle police on veut. Et le pouvoir politique a renoncé à dire quelle police on veut. Le pouvoir s'est mis à la traîne de la police plutôt que de la guider devant. Et là, même sur des petites mesures, ils renoncent. Et ça, pourquoi? Parce qu'ils sont devenus dépendants de la police. Alors, ça m'amène à 2 citations. L'une de Linda Kebab, donc, qui est la déléguée syndicale de SGPFO, qui, à un moment, a énoncé très clairement, elle a dit, voilà, c'est nous qui vous avons sorti du pétrin, quand vous étiez au théâtre de Bouvines-Nord. Quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, c'est nous qui avons permis à la République de tenir debout quand votre stratégie politique était en train de faire chanceler la République. Donc, vous ne devez pas nous critiquer, vous devez nous laisser tranquilles. Et en fait, le pouvoir s'est mis dans une situation de dépendance à l'égard de la police. Ça, c'est la première chose. Et ça, la deuxième citation, c'est celle de Gramsci, tu sais, qui nous sert de guide dans tout le temps que nous traversons. Gramsci qui dit ceci. « La crise moderne est liée à ce qu'on appelle crise d'autorité. Si la classe dominante a perdu le consentement, c'est-à-dire si elle n'est plus dirigeante mais seulement dominante, et seulement détentrice d'une pure force de coercition, cela signifie précisément que les grandes masses se sont détachées des idéologies traditionnelles, qu'elles ne croient plus en ce qu'elles croyaient auparavant. C'est le fond de l'époque. Les grandes masses ne croient plus à la croissance, concurrence, mondialisation. Les grandes masses, mais voilà, des millions de gens dans ce pays, ne croient plus à ce chemin. Et donc, à la place de diriger, les dirigeants politiques dominent. Et donc, ça veut dire que là, la force de coercition, la matraque, prend une place de plus en plus importante. D'où la nécessité qu'elle soit critiquée, contestée, réformée, cette matraque. Maintenant, je voudrais dire des choses. J'ai bossé, tu sais, là-dessus, puisque j'ai rendu un rapport juste avant le confinement sur l'interdiction du plaquage ventral, et on avait entendu les syndicats de policiers, la hiérarchie, on avait entendu les gendarmes, on avait entendu les familles de victimes, les ONG, des chercheurs aussi, tout ça. Là où je veux qu'on fasse attention, c'est qu'on ne réformera pas l'agriculture sans les agriculteurs, et on ne réformera pas la police sans les policiers. Donc, le rôle du pouvoir politique, c'est de dresser un cap et qui puisse être audible à la fois par la société et par les agents.
Moi, je veux dire, sur quoi doit se centrer, premièrement, la pratique aujourd'hui de la police? C'est sur le contrôle d'identité. Le contrôle d'identité qui, en France, c'est démontré par le sociologue Sébastien Rocher, est nettement plus massif que dans tous les pays qui nous entourent en Europe, sauf l'Espagne, mais qui, en plus, est l'un des plus ciblés sur les minorités. Jacques Toubon qui disait qu'en gros, quand tu étais typé, tu avais 20 fois plus de chances de te faire contrôler que quand tu es blanc. Or, dans la gestion policière aujourd'hui, c'est comme si le contrôle d'identité était un acte anodin, qui n'avait pas d'importance, c'est-à-dire que la police va aller faire des contrôles dans la rue, et quand elle va rentrer au commissariat, elle ne va même pas en rendre compte à sa hiérarchie, parce que ce serait un acte anodin. Or, c'est sans doute l'un des actes qui, au fond, brutalise le plus. Parce que la personne qui se trouve là interpellée, à qui on demande ses papiers, a priori, elle n'a rien fait. Et quand ça arrive une fois, quand ça arrive une fois par semaine, quand ça arrive une fois par mois, eh bien, ça crée un sentiment de colère. Et je pense qu'en fait, l'acte le plus anodin est peut-être l'acte le plus destructeur. Donc, le contrôle d'identité doit être contrôlé. Ça ne doit pas rester un acte anodin. Il faut qu'il y ait des statistiques là-dessus, que la hiérarchie demande. Bon, en fait, tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème de commandement. Il n'y a personne qui commande. Donc, quand tu fais des entretiens dans la police, tu as l'impression d'un corps désarticulé, de pantins désarticulés, et qu'il n'y a pas une hiérarchie, ministre de l'Intérieur, DGPN, tac, 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 tu vois. Le DGPN, il suit juste, plutôt que de dire voilà les réformes qu'on va vous proposer, il suit juste en disant non, non, vous inquiétez pas, on va rien faire, vous avez bien raison, tu vois. Donc, et ensuite, c'est quelle figure on veut pour le policier demain. Alors, formation. On sait que là, la formation a été réduite, elle est passée à 9 mois, et qu'ensuite, il n'y a même plus de formation continue, pour des gens qui vont porter des armes et tout ça. Bon. Mais cette formation, qu'est-ce qu'elle doit contenir? Elle ne doit pas être que technique. Le sociologue Sébastien Rocher, toujours, quand on a une Bible, on n'en change pas, eh bien, il dit que le policier français souffre d'une infirmité relationnelle. C'est-à-dire qu'on lui inculque tellement qu'il est la loi, l'incarnation de la loi, toute la loi, que ça produit un certain rapport d'autorité-supériorité, alors que qui n'est pas compatible avec la confiance. Donc, ce qu'on veut demain, c'est une police de la confiance. Donc, ça veut dire que tout ça, il faut travailler dessus. Il faut en mettre du contenu de formation et tout ça. Voilà l'horizon qui doit être fixé. Maintenant, dernier point. La matraque ne doit pas cacher la forêt des inégalités. C'est-à-dire que je ne voudrais pas que parce qu'on s'en concentre, et c'est un souci, il faut le dire que c'est un problème, l'inégalité devant la police, quand il y a 20 fois plus de chances d'être contrôlé, c'est une inégalité devant la police. Mais ça ne doit pas masquer l'inégalité devant l'éducation, l'inégalité devant l'emploi, l'inégalité, je dirais presque devant la beauté, quand tu habites à côté, entre des tours et l'autoroute. Et enfin, et c'est peut-être pas un hasard, si ça surgit en ce moment-ci, l'inégalité devant la mort. Là, ça a été montré comment, pendant le temps du coronavirus, les banlieues ont été nettement plus touchées que les autres. Pourquoi? Parce que les banlieues, c'est la main-d'œuvre qui vient à Paris. Ce sont les femmes de ménage dont je parle, hein, qui continuent à faire leur boulot. Côté masculin, ce sont les vigiles, par exemple, un certain nombre de métiers comme ça, ou des gens qui posent chez FedEx. Bon, tous les métiers qui ont continué à travailler sur les plateformes logistiques et tout ça. Et ils ont beaucoup plus chopé le coronavirus, avec en plus une égalité devant la santé, puisque les hôpitaux de banlieue étaient blindés, bien plus que les hôpitaux en province, tu vois. Bon, donc, juste l'inégalité devant la matraque ne doit pas masquer toute cette série d'inégalités-là. Moi, qui, tu sais, place au cœur du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, je pense que l'égalité aujourd'hui, elle est blessée dans le pays, elle est blessée dans les zones rurales et elle est blessée dans les banlieues. Tout à l'heure, je parlais du commerce. Tu sais, je disais, bon, bah, quel commerce on veut? Est-ce qu'on veut du drive et des caisses automatiques? J'ai lu, là, comme j'y rédige un rapport sur les métiers du lien, auxiliaire de vie sociale, animateur du périscolaire, accompagnante d'enfants en situation de handicap et tout ça. J'ai lu un papier, je crois que c'était dans Le Monde Diplo, de Pierre Rimbert, et qui expliquait qu'aux États-Unis, dans la Silicon Valley, les trucs de riches, quoi, eh bien, il y avait aujourd'hui
des annonces pour recruter des assistants de coach pour enfants. C'est-à-dire, déjà entre 0 et 3 ans, il y a le coach pour enfants, et en plus, tu peux avoir l'assistant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour moi, on va peut-être vivre, on le vit, un renversement sur le sens de la technologie. C'est-à-dire que la technologie, jusqu'à maintenant, ça avait une image d'avant-garde et de riche. Tu vois, pour les riches. Et maintenant, je pense qu'en fait, la technologie est en train de passer du côté des pauvres. Parce que se payer de l'humain, ça va coûter cher. Et tu vois, je ne dis pas ça parce que j'ai vécu le temps de confinement avec l'école numérique, avec des instituts qui faisaient très bien leur boulot, qui filaient des devoirs et tout ça, mais je vois comment possiblement on va se dire « Ah tiens, c'est une bonne idée l'école numérique quand même », tu vois, et moins d'humains, moins de coûts, discrètement, peut-être qu'il y a des bonnes choses à retenir, mais je vois le mouvement possible, que quand tu es en 2e classe, tu commandes ton billet sur Internet ou alors tu as des bornes à la gare, mais quand tu auras des guichets pour les grands voyageurs. Tu comprends ce que je veux dire? Que l'humain, y compris dans les commerces, ça devienne un truc pour les riches et la technologie, devoir passer par des plateformes, de l'Internet, de tout ça, ça soit le truc des pauvres. C'est des inversions comme ça. Il y en a plusieurs des inversions historiques comme ça. Moi, ce que je pense, c'est auparavant, être gros, c'était un truc de riche. Et ça s'est inversé. Tu vois, le vide, auparavant, c'était un truc de pauvre. Maintenant, c'est devenu un truc de riche. Pourquoi? Parce que le mètre carré d'immobilier est super cher, notamment dans des coins comme Paris, et les babioles sont devenues super pas chères. Donc, tu peux avoir, quand tu vas dans des magasins de riches à Paris, tu as des jupes tous les 1 mètre, tu vois, où tu as des chaussures, elles sont hyper espacées. On te donne de l'air autour. Quand tu vas dans des appartements de riches, tu vois, il y a du volume, comme ils disent, tu vois, les architectes. Et je pense que la technologie aujourd'hui, elle est peut-être en train de subir la même inversion historique. Bon, voilà. Là, je pense que le débat sur la 5G, ça va être un truc intéressant. Quand tu vois, non, mais si, quand tu vois que même les Bouygues et compagnie, ils disent « Ouh là, il n'y a peut-être pas le feu au lac, on peut attendre de voir et tout ça ». Je me demande si on ne va pas avoir un débat intéressant sur le sens, quand on n'arrive plus à donner de sens politique, de sens à la vie en commun, la seule chose qu'il leur reste à nous offrir, c'est du sens technologique. Et je pense qu'on va vivre un moment d'usure de ça. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que je... Non, je voulais dire, mardi prochain. Ah oui, mais j'ai pas dit d'ailleurs. Demain, il y a la manif sur les violences policières à Paris. Enfin, je crois pas qu'il y ait quelque chose à bien. On voit que c'est important, les manifs. Parce que, vu le déni dans lequel s'enlisent le ministère et la hiérarchie policière et les policiers eux-mêmes, et pour leur propre malheur, parce qu'à la fin, ça va finir en citadelle assiégée, et ça me paraît complètement nocif, quoi. Et donc, on voit l'utilité d'une pression populaire pour faire émerger des thèmes qui, sans ça, seraient maintenus sous le boisseau. Donc demain, il y a la manif sur les violences policières à Paris. Et mardi, il y a les manifs de soignants un petit peu partout en France. Et moi, je pense que c'est un point important. D'abord parce qu'il ne faut pas que ça fonctionne à l'amnésie. On les a applaudis tous les soirs. Et maintenant qu'ils manifestent, on ne serait pas là. Bon, ça c'est la première chose. Mais bon, c'est un moyen de faire pression aussi sur le Ségur de la santé. Sinon, ça va être une note de ces consultations, tu vois, qui vont aboutir sur rien du tout. Parce que là, pour l'instant, il n'y a toujours pas un moratoire sur la fermeture de lits. C'est quand même le truc que tu attendrais, le truc de base, tu vois. Tu dis, bon, voilà, moratoire sur la fermeture de lits, on attend de voir. Bon, voilà. Mais il n'y a même pas ça pour l'instant. Et surtout, il y a un moment, il nous faut une victoire. Il faut que ça reparte de quelque chose. Et là, l'hôpital, normalement, les esprits sont prêts dans le pays pour que, au moins, de cette crise du coronavirus, il y ait un sauvetage de l'hôpital public, un sauvetage de la sécurité sociale.
qui était attaqué de partout par les instituts Montaigne, Claude Béard et compagnie. Tu sais, il disait pour changer un système de sécurité sociale, il faut une génération. Et voilà, on arrivait au bout de la génération qui allait changer le système de sécurité sociale. On peut le sauver là. Donc je pense que c'est important d'être mardi avec le mètre de distance, le masque et puis tout ça, le gel hydroalcoolique, tout ce que vous voulez. Et puis moi, mercredi, je vais au Havre pour soutenir le camarade Jean-Paul Lecoq dans son duel contre Édouard Philippe.